À 23 heures précises, un État devait perdre sa tête, pas symboliquement, physiquement. Ce soir-là, le scénario ne laissait aucune place au doute. Neutraliser le capitaine Ibrahim Traoré, puis ouvrir la voie à une cascade d'assassinats ciblés. Civils, militaires, figure de la veille citoyenne, une nuit courte, un pays décapité, une transition enterrée avant l'aube. Rien de spontané, rien d'improvisé. Deux options avaient été arrêtées, soit l'exécution à bout portant lors d'un déplacement, soit la destruction pure et simple du domicile privé pour ne laisser aucun survivant. Quand un pouvoir en arrive là, ce n'est plus un complot, c'est une architecture. Le verrou central de cette opération portait un nom, la base de drones de Saponné. Tant que les drones respiraient, aucune manœuvre terrestre n'était possible. La mission était claire, presque rituelle, couper la tête du pasteur. Le pasteur, c'était le commandant de la base. Sans lui, le ciel devenait muet. Et sans le ciel, la terre devenait accessible. Ce plan ne visait pas seulement un homme, il visait la capacité même de l'État à voir, anticiper, frapper. Mais cette nuit-là, quelqu'un était déjà entré dans la toile. Les arrestations avaient commencé avant que l'heure ne sonne. Bien, le feu avait été désamorcé avant l'étincelle. Pour la première fois, le Burkina Faso ne s'est pas contenté de survivre à une tentative de déstabilisation. Il l'a disséqué, exposé, mise à nu. Ce que le pays a découvert ensuite est plus inquiétant que l'échec du complot lui-même, parce qu'un réseau peut échouer, mais un réseau révélé change toujours la nature du combat. Et ce réseau avait un centre de gravité, un nom qui ne relevait plus du passé, un nom réfugié à Lomé, mais toujours actif dans l'ombre. La suite n'allait plus être militaire, elle allait devenir diplomatique, stratégique, irréversible. Le centre de gravité du complot ne se trouvait pas dans une caserne, il ne se cachait pas non plus dans une réunion nocturne d'officiers frustrés, il se trouvait à Lomé. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'était pas un fugitif passif, il n'attendait pas, il pilotait, à distance, méthodiquement, avec une obsession, ne laisser aucune trace exploitable. Zangi pour les échanges initiaux, signal pour les ordres sensibles, messages éphémères, suppressions automatiques. Même ses propres mots n'avaient pas vocation à survivre. Ce n'est pas la précaution d'un homme inquiet, c'est la discipline d'un chef de réseau. Chaque interlocuteur recevait peu, jamais la vision d'ensemble, des paraboles, des codes, des tests de morale. Le projet n'était jamais nommé au départ. Il devait s'infiltrer lentement, comme une évidence, jusqu'à devenir acceptable. Et l'argent suivait la même logique, 70 millions de francs CFA convoyés depuis la Côte d'Ivoire. Pas par un circuit bancaire, par des hommes, des routes secondaires, des promesses en échange, un demi-million ici, un poste stratégique demain, à l'Alonab, dans les douanes, dans l'administration, le pouvoir futur était distribué à crédit. Quand un coup d'État commence à promettre des carrières, ce n'est plus une aventure militaire, c'est un marché. À l'intérieur même de l'appareil sécuritaire, les points d'appui avaient été choisis avec précision. Un sergent-chef proche du président, un chef de piquet positionné à une date critique, des liens familiaux utilisés comme levier de loyauté. La proximité devenait une arme et au-dessus de tout, un nœud aérien à neutraliser. 8 millions confiés à un officier de l'armée de l'air, 3 millions détournés, 5 redistribués. Une mission simple, rendre les drones inopérants, couper la tête du pasteur. Sans drone, le terrain redevenait aveugle. Et une fois l'aveuglement acquis, d'autres forces pouvaient entrer en scène. Ce détail est essentiel parce qu'il révèle l'étape suivante. Ce complot n'était pas conçu pour durer seul, il devait ouvrir une fenêtre. Abaisser la réactivité du pays, créer le chaos juste assez longtemps pour justifier une stabilisation extérieure. Quand un réseau pense déjà à l'après, il ne joue pas, il prépare un basculement de régime et c'est précisément à ce moment-là que l'affaire a cessé d'être interne. À partir de cet instant, le dossier a changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement d'un complot déjoué, il s'agissait d'un précédent. Parce que ce que les aveux diffusés à la télévision nationale ont révélé, ce n'est pas seulement un réseau, c'est une méthode, une manière de penser le pouvoir comme une infrastructure réactivable. Même depuis l'exil, Damiba n'agissait pas comme un ancien président amer, il opérait comme un chef d'orchestre en retrait. Chaque témoignage confirmait la même mécanique. Contact indirect, test de loyauté, puis intégration progressive dans un dispositif plus large. Personne ne recevait l'ensemble des pièces, chacun croyait n'être qu'un maillon temporaire.
C'est ainsi que les réseaux survivent aux arrestations. Ce détail est capital parce qu'un réseau fragmenté est plus difficile à éradiquer qu'un groupe soudé. À mesure que les aveux s'enchaînaient, une évidence s'imposait. L'échec du 3 janvier n'était pas un accident, il était le résultat d'une infiltration préalable. Les services de renseignement n'ont pas réagi, ils ont anticipé. Les arrestations de fin décembre ne visaient pas à faire peur, elles visaient à casser le tempo. Quand un complot est neutralisé avant son heure, le message envoyé dépasse les frontières. Et justement, les frontières sont devenues le nouveau champ de bataille. À Ouagadougou, la présence de Damiba à Lomé n'était plus perçue comme un simple exil politique, elle était analysée comme une base arrière, un espace de coordination, un point mort juridique où l'action pouvait continuer sans uniforme. C'est là que la tension diplomatique est née, parce qu'une question s'est imposée, brutale, impossible à esquiver. Peut-on tolérer qu'un territoire serve de plateforme à la planification d'assassinats politiques dans un pays voisin? À partir de ce moment, le silence devenait une position et chaque jour, sans décision, renforçait une interprétation. Les mouvements citoyens burkinabés ont compris l'enjeu avant les chancelleries. Pour eux, l'extradition de Damiba n'était pas une affaire de vengeance, c'était un test de cohérence régionale, un test de solidarité réelle, un test de crédibilité de l'espace AES face aux mécanismes ambigus de la CEDEAO, car une fois qu'un homme peut organiser la mort depuis l'exil sans conséquences immédiates, une nouvelle norme s'installe. Quand l'exil devient un bouclier, la subversion devient exportable. Et ce glissement-là, aucun État fragile ne peut se permettre de l'ignorer. La question n'était plus de savoir ce qui s'était passé le 3 janvier. La vraie question était désormais que devient un ordre régional qui laisse faire. C'est à ce moment précis que l'affaire Damiba est devenue un piège diplomatique, pas pour Ouagadougou, pour Lomé, parce que extradition, ce n'était plus seulement livrer un homme, c'était reconnaître qu'un statut de réfugié avait été instrumentalisé comme couverture opérationnelle. Le 11 janvier, la prise de parole de Nathalie Yambe n'a pas créé la tension, elle l'a rendue visible. En affirmant que le Togo devait extrader ou expulser Paul-Henri Sandaogo Damiba, elle a déplacé le débat hors du registre émotionnel. Elle l'a ramené sur le terrain des obligations, neutralité, responsabilité, conséquences. Un réfugié politique n'est pas un opérateur actif et lorsqu'il le devient, le droit cesse d'être un abri. Ce rappel n'était pas anodin. Damiba n'en était pas à sa première apparition dans des dossiers de déstabilisation, septembre 2023, septembre 2024, avril 2025. À chaque fois, le même schéma, réseau dormant, tentative indirecte, zone grise juridique. Janvier 2026 n'a pas inauguré une rupture, il a révélé une continuité. C'est là que la question juridique est devenue inconfortable. L'exception pour infraction politique protège traditionnellement les auteurs de coups d'État contre l'extradition. Mais cette protection n'est pas illimitée. Elle tombe dès lors que les charges dépassent le cadre strictement politique. Assassinat planifié, financement occulte, détournement, crime grave. Et dans l'ombre de ce débat, un nom continuait de hanter les discussions, Karma. Avril 2022, un épisode souvent cité comme un possible point de bascule si les qualifications pénales évoluèrent. Le Togo se retrouvait alors face à une équation impossible à simplifier, coopérer au nom des engagements régionaux de la CEDEAO et risquer de fissurer une tradition d'asile ouest-africaine. Refuser et accepter l'idée qu'un territoire puisse servir de sanctuaire à des opérations de mort transfrontalières. Les précédents n'offraient aucun confort. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire l'avait déjà démontré. Les États privilégient souvent la stabilité apparente à la justice différée. Mais ici, le contexte avait changé parce que le Burkina Faso ne demandait pas un geste symbolique. Il posait une ligne rouge lorsque des mouvements citoyens interpellent directement leur président pour exiger une extradition. Ce n'est plus un dossier d'experts. C'est un signal politique. Et ce signal disait une chose simple, protéger un individu ne peut plus se faire au détriment d'un peuple entier. À ce stade, l'inaction n'était plus neutre, elle devenait un choix stratégique. Et pendant que le débat juridique s'enlisait, Ouagadougou préparait déjà autre chose. Non pas une réponse, une transformation. Le 12 janvier 2026, le Burkina Faso n'a pas répondu au complot, il a changé de posture. Le remaniement gouvernemental n'était pas une réaction émotionnelle, il n'était pas destiné à calmer l'opinion, il était conçu comme un message stratégique, lisible
à plusieurs niveaux, à l'intérieur, à l'extérieur et surtout dans la durée. Réduire le gouvernement de 24 à 22 membres n'était pas un ajustement comptable, c'était un recentrage, éliminer le superflu, resserrer la chaîne de commandement, préparer un état de confrontation prolongé. Mais le signal le plus fort ne venait pas des chiffres, il venait des mots. Transformer le ministère de la Défense en ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, ce n'est pas un exercice sémantique, c'est une déclaration d'État. Le mot « guerre » ne cherche pas à rassurer, il cherche à aligner, à rappeler que le pays n'est plus dans une phase de gestion de crise, mais dans une lutte systémique. Quand un État nomme la guerre, il cesse de la subir, il l'assume et il la structure. Le maintien du général Célestin Saint-Poré, élevé au rang de ministre d'État, confirme cette logique, continuité du commandement, stabilité du centre, pas de place pour les expérimentations en période de pression maximale. Les autres changements suivent la même cohérence. Le ministère de la fonction publique devient celui des serviteurs du peuple. Ce glissement n'est pas naïf, il inverse symboliquement la relation entre l'administration et le citoyen. Le fonctionnaire n'est plus un détenteur d'autorité, il devient un maillon de service dans un État mobilisé. La fusion des infrastructures et de l'habitat en ministère de la construction de la patrie va plus loin. Elle inscrit le bâti, la route, le logement dans une logique politique. Construire n'est plus neutre, c'est participer à la refondation. Même les nominations ciblées, jeunesse, sport, emploi, enseignement technique, répondent à une même urgence, verrouiller les secteurs où la frustration sociale peut devenir une brèche. Ce gouvernement n'est pas décoratif, il est fonctionnel. Il est conçu pour durer sous pression et surtout, il envoie un message clair aux partenaires régionaux. Le Burkina Faso ne négocie plus sa survie, il organise sa souveraineté. À partir de ce moment, la question de Damiba change encore de statut. Ce n'est plus seulement un test juridique, c'est un révélateur parce que face à un État qui se restructure pour la guerre, chaque voisin doit désormais choisir sa position, coopérer, temporiser ou se taire. Et dans cette configuration, le silence n'est plus une prudence, il devient un pari. Entre le 3 et le 14 janvier 2026, une ligne invisible a été franchie. Pas dans les discours, dans les structures. L'échec du complot de minuit n'a pas seulement démontré l'efficacité du renseignement burkinabé, il a modifié la hiérarchie des menaces. Désormais, le danger principal n'était plus l'attaque frontale, c'était la persistance des réseaux, leur capacité à se reconfigurer, à attendre, et c'est précisément pour cela que le dossier Damiba reste une plaie ouverte. Tant que son sort n'est pas tranché, une ambiguïté stratégique demeure. Pour Ouagadougou, chaque jour sans décision nourrit l'idée qu'un homme peut continuer à peser sur la stabilité d'un pays depuis l'extérieur. Pour la région, cela pose une question plus large. Que vaut un engagement collectif si la subversion peut se recycler sous couvert d'asile? L'espace AES est mis à l'épreuve, pas par une déclaration officielle, par une situation concrète. Soit il prouve qu'il est capable de transformer une solidarité affichée en acte contraignant, soit il révèle ses limites face aux vieux réflexes de préservation individuelle. Dans ce contexte, la CEDEAO apparaît comme un labyrinthe. Protocole de coopération judiciaire d'un côté, principe de non-refoulement de l'autre. Chaque norme protège quelque chose, mais aucune ne protège tout, et c'est là que le temps devient un acteur. Plus l'affaire s'étire, plus elle crée un précédent. Un précédent où l'exil devient une zone grise opérative, où la responsabilité se dilue entre traités, traditions et prudence diplomatique, où l'absence de décision finit par produire un effet politique réel. Quand rien n'est tranché, quelque chose s'installe. Pour le Burkina Faso, cette attente n'est pas neutre, elle oblige à intégrer l'hypothèse d'une menace durable, à renforcer les contre-mesures, à accepter que la guerre ne se gagnera pas seulement sur le terrain, mais dans les marges juridiques et diplomatiques. C'est pour cela que le gouvernement de combat prend tout son sens. Il n'est pas pensé pour une crise ponctuelle, il est calibré pour une confrontation longue, asymétrique, parfois silencieuse. La question n'est donc plus le Togo extradera-t-il Damiba? La vraie question est plus inconfortable. Que fera la région si cela n'arrive pas parce qu'un refus clair aurait un coût, mais une attente indéfinie en a un autre. Et à ce stade, le Burkina Faso a déjà fait son choix.
Il avance, il se restructure, il verrouille, reste à savoir qui marchera à ses côtés et qui choisira de rester dans l'angle mort de l'histoire. À ce stade, il n'y a plus d'option confortable, il n'y a que des coups différés. Si l'extradition est acceptée, un signal est envoyé, clair, brutal, irréversible, celui qu'aucun territoire ne peut servir de refuge opérationnel à la déstabilisation d'un voisin. L'espace AES gagne en crédibilité. La solidarité cesse d'être un slogan pour devenir une contrainte réelle, mais ce choix ouvre aussi une brèche juridique. Il fragilise une tradition d'asile longtemps utilisée comme soupape régionale. Ce précédent ne pourra plus être effacé. Si l'extradition est refusée, un autre message s'impose, plus silencieux mais plus corrosif, celui que la protection d'un individu peut primer sur la sécurité collective, que l'exil reste une option tactique viable pour ceux qui savent patienter. Dans ce scénario, la région ne se fracture pas immédiatement, elle s'use lentement par accumulation de non-dits et de méfiance. Et il existe un troisième chemin, le plus dangereux, le plus courant, laisser durer, ni oui ni non, reporter, temporiser, multiplier les consultations techniques, gagner du temps. Mais le temps, ici, n'est pas neutre. Il transforme l'ambiguïté en norme, et une norme ambiguë est toujours exploitée par ceux qui savent attendre. C'est pour cela que cette affaire dépasse Damiba lui-même, son nom finira par s'effacer. Le mécanisme, lui, restera. Un mécanisme où des réseaux peuvent être activés depuis l'extérieur, où des financements circulent par promesses futures, où la violence politique devient un investissement à long terme. Ce que le Burkina Faso a mis au jour, ce n'est pas seulement une tentative de coup d'État, c'est une économie de la subversion. Face à cela, le choix du capitaine Ibrahim Traoré est déjà acté. Structurer l'État pour durer, nommer la guerre, mobiliser l'administration, fermer les angles morts internes avant de dépendre des décisions externes. Ce n'est pas un pari sur l'escalade, c'est un pari sur la cohérence, car un État qui attend que les autres décident pour lui finit toujours par subir leurs hésitations. La région est donc face à un miroir, ce qu'elle fera de ce dossier dira ce qu'elle est devenue, une alliance capable de se protéger ou un espace où chacun gère ses risques, en espérant que l'incendie reste chez le voisin. Ce dossier ne se refermera pas avec une signature, il se refermera avec une orientation, parce que ce qui s'est joué entre le 3 et le 14 janvier 2026 n'est pas une parenthèse, c'est un seuil. Le Burkina Faso a montré qu'il pouvait voir avant de frapper, anticiper avant de subir, transformer une tentative de décapitation en point d'appui stratégique. Mais la suite ne dépend plus uniquement de lui. Si l'extradition devient possible, alors une nouvelle règle s'impose dans l'espace régional. L'exil ne protège plus l'action clandestine, la subversion perd son arrière-base et la solidarité cesse d'être abstraite. Si elle ne l'est pas, alors une autre normalité s'installe, celle où les réseaux apprennent, où ils ajustent leurs méthodes, où l'attente devient une arme aussi efficace que la violence. Et si le silence perdure, il produira son propre effet. Il enseignera que l'ambiguïté est tolérable, que la responsabilité est négociable, que la guerre peut être menée sans uniforme, sans frontières, sans sanctions immédiates. Le Burkina Faso, lui, a déjà acté une chose essentielle. Il ne reviendra pas en arrière. Le gouvernement de guerre n'est pas une posture temporaire, c'est une architecture mentale, un choix de durée, une manière de dire que la souveraineté ne se délègue plus, reste une question simple et inconfortable. Les autres États sont-ils prêts à assumer les conséquences de leurs hésitations? Parce qu'en politique régionale, ne pas choisir, c'est toujours choisir quand même. Réfléchissez-y, discutez-en. Et surtout, observez les décisions à venir, elles dessineront la prochaine décennie, bien plus que les discours.